Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Merci de nous écouter sur Fraternité FM du côté de Mamou. Bien entendu, la ville Carrefour, j'y arrive. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission. Bien entendu, on en parlait, attaque du 22 novembre 1970. On en parle 40 ans après. Les Guinéens restent toujours divisés sur l'exactitude des faits. L'agression portugaise est pourtant bien réelle. Un coup de force qui n'a pas totalement réussi, mettant à nu l'implication de certains fils du terroir. Un échec qui donnera le ton à une vague d'arrestations, voire de répression au niveau national à partir de 1971. Que s'est-il réellement passé ce jour? Que réclament aujourd'hui les parents des victimes du Camboiro? Nous aurons successivement Yaya Chérif, diplomate, et Dr Amadou Tunkara, membre de l'AVCB. Mais on s'occupe bien entendu de vos messages pour l'instant. Nous commençons par ce premier message qui nous est parvenu. Donc un message qui n'est pas signé. Le rapport est sorti le 1er octobre. Il parle bien entendu, je crois, du rapport d'Amnesty International. Le rapport est sorti le 1er octobre et le communiqué de presse le 25 octobre. Le gouvernement met en cause le rapport. L'histoire du train date du 22 ou 23 octobre et donc après la publication du rapport. Nous partons avec cet autre message. Bonjour Yaya, il faut être mécréant pour nier les tueries sur l'axe actuellement. L'axe est militarisé, les militaires détiennent quoi à main? Leur présence sur l'axe est... voilà. J'y vais avec cet autre message. Bonjour Yaya, c'est Abdul Karim Mouloba. Nettoyons nos raisonnements des émotions et des calculs courts. Projetons-nous dans le futur pour parler de l'avenir. Nous attendons les messages du côté de la régie cabinet Condé. Vladimir Poutine qui se grouille certainement pour nous les faire parvenir. Nous partons avec cet autre message. Bonjour la plus lionne des radios. Moi c'est Saïdou Yaouki depuis Kindia. Avec toutes ces tueries, il y a des Guinéens qui détournent le regard sur les ignominies qui se passent dans ce pays sacré d'Amantan, dit-il depuis Kindia. Nous partons avec cet autre message de Sinani. Bonjour Yaya et à toute l'équipe des GG. Les réseaux sociaux font partie de nos vies et changent certains de nos comportements. Alors profitons de cette opportunité pour véhiculer des messages de paix et bannissons les messages de haine pour la consolidation de notre tissu social, pour le meilleur vivre. Vivement une prise de conscience en général. Bon vendredi à tous, qu'Allah bénisse le peuple de Guinée. Message signé donc Sinani. Nous partons donc avec cet autre message signé Macky Dar es Salam. Le gouvernement guinéen acculé par les institutions internationales cherche à noyer le poisson en rejetant la responsabilité de leur barbarie sur les victimes. Sinon, nous détenons des images de militaires armés qui se livrent à des répressions et des captures d'écran. Je pense qu'il faut être prudent sur les messages que vous envoyez. Nous partons donc sur le 657 39 13. Amadou, je pense que ça bug. On va plutôt essayer de voir si nous avons les tweets. On va donc partir sur Twitter pour essayer de voir la réaction des tweetos également. Nous partons avec ce premier tweet de Ousmane Lenoble. Bonjour Dame Hiero, nous préférons le silence de Damantan que de nous dire que cette balle a été introduite par le guide d'une pince. C'est vraiment incroyable. En cette période, ils doivent penser la plaie qui existe dans les cœurs de ce pauvre peuple frustré. Nous partons avec cet autre message, cet autre tweet de Raoul. Bonjour Madame So, bonjour à toute l'équipe des GG. Une balle introduite à l'aide d'une pince dans un cadavre. Waouh, nos autorités ont du talent. #espace GG. Adams Oumar Diallo également sur Twitter. Bonjour les GG. Damantan vient d'avouer à la face du monde que les victimes des manifs sont tuées par balle. Comment peut-on introduire une balle dans le corps de quelqu'un sans que celle-ci ne passe par un fusil
Il faut mentir, mais restant intelligent. Un mensonge d'État, #espace GG. Bonjour les GG, c'est bien entendu une information qui honore bel et bien la Guinée à partir du moment où elle est fondée et vérifiée. Alphonse, je ne suis pas d'accord avec toi et en Guinée, tout est possible et le Guinéen peut faire tout ce que tu ne peux pas imaginer, mon grand. Nous partons avec cet autre tweeto, Ibrahima Capello Cissé, #espace GG. Bonjour Yadia et à toute l'équipe, c'est Ibrahima Capello Cissé. Le rapport d'Amnesty International semble un faux rapport dans la mesure où ils sont intéressés seulement ils ont intéressé seulement les militants des opposants. Ils se sont intéressés, il veut dire, aux militants de l'opposition et non aux hommes en uniforme, qu'Allah sauve la Guinée. Souleymane Coach Berete, bonjour les grandes gueules. Après l'échec de l'UFDG, nous sommes désormais dans un combat médiatique. Amnesty ainsi que plusieurs institutions sont représentées aujourd'hui en Guinée par des militants de l'opposition déguisés en activistes. Nous partons avec Moussa Kani Français Condé, Abdul Kabele Kamara, ancien ministre de la Sécurité et aujourd'hui opposant. Je crois que si l'opposition veut connaître l'origine des cas de mort dans les manifestations, il faut poser la question à cet opposant. On en saura davantage. Cette piste est bien exploitable. #espace GG. Lamabank Diallo, cet autre tweet. Bonjour les GG. Quand le gouvernement est militant, le coupable se retrouve toujours dans l'opposition. Nous partons donc avec Beka Dooms. Bonjour les GG, j'informe le président qu'une excuse publique pour les exactions commises sous son mandat ou celui de ses prédécesseurs est une grande avancée pour une réconciliation nationale au peuple de Guinée ayant la force de pardonner. #espace GG. Nous partons avec Berete Mohamed Lamine. Bonjour les GG. Avant d'apporter des démentis à la déclaration du ministre de la Sécurité, vous devez aussi faire votre investigation sur ce cas d'intrusion de balles par pince dans le corps. Trop de psychose dans la cité. #espace GG. Mamadi Sena, cet autre tweet donc que nous lisons, #espace GG. Bonjour les grandes gueules, c'est vrai. Jusqu'à présent, il n'y a pas de justice pour les victimes des manifestations. N'est-il pas bon de manifester autrement que la rue? C'est une question que se pose donc Mamadi Sena. Si c'est Bakongo, lui il dit bonjour les grandes gueules, ce gouvernement n'a eu aucune volonté de mener une enquête sérieuse pour rendre justice. C'est vraiment incroyable qu'à chaque manifestation, c'est le gouvernement qui accuse toujours l'opposition d'être responsable des cas de mort. C'est de la comédie. My God, espace GG. Fodé Excellence Djoubate, bonjour les grandes gueules. Dans la rédaction des rapports de cette nature, les principes de la neutralité et de l'impartialité ne sont pas à minimiser, mais lorsque les principes sont foulés au sol, il faut bien s'interroger sur le véritable rôle de ces ONG dans nos pays. Justice à nous. Mamadou Diao, Guinée, bonjour les GG, #espace GG, c'est pitoyable. Chaque fois de justifier les morts, nous ne pouvons pas construire un état de droit où l'injustice, l'absence de la probité morale sont les maîtres du terrain. Nous sommes indépendants et complémentaires pour l'avancement de notre bien commun, la Guinée. Nous partons donc, c'était le dernier, peut-être avant la fin de l'émission, nous ferons également le plaisir de lire d'autres messages. Avant qu'on ne parte donc à la pause, nous avons notamment Maître Mohamed Traoré qui souhaite intervenir par rapport à tout ce qu'on a dit dans ce studio, par rapport justement à cette sortie du ministre Damantan, si c'est possible. Antoine, vous l'avez eu en off? Oui, je l'ai eu en off, on tente de la voir pour revenir un peu sur la conférence de presse d'hier au sujet de ces photos dont ils ont parlé par rapport à ces détenus politiques à qui on a fait prendre des photos sur des ardoises où c'était écrit complot. Encore une fois, je crois qu'il est là, il va nous apporter des précisions à ce sujet. Et donc, il y a eu ces révélations faites par les avocats de la défense hier. Et ce collectif d'avocats qui, encore une fois, depuis des années, joue ce rôle de prendre fait et cause pour les opposants, je me dis que il y a une certaine volonté manifeste du côté des forces de l'ordre, ou du côté du pouvoir. Il y a une certaine volonté d'humilier nos opposants. Certes,
On attend. Il y a un procès qui est en vue. Ils vont passer devant le tribunal de la barre et tout cela. Mais le fait de les prendre en photo, c'est qui est apparemment nouveau. Des leaders, des acteurs politiques, non des moindres, on les fait prendre en photo avec écrit sur des ardoises complot. Je me demande si la plupart des détenus qu'on comprend, on leur fait subir de telles pratiques, parce que si tous ceux qui passent à la DPJ, on doit écrire sur alors si Maître Mohamed Traoré nous écoute, qu'il veuille bien décrocher son téléphone. Il m'a dit qu'il conduit et donc je crois il va devoir garer pour nous répondre. Allez-y. De l'autre côté, ils ont évoqué le cas d'un autre détenu, je crois que c'est Madik Sans Frontières, qui depuis son arrestation n'a pas été déféré encore. Il est toujours détenu à la DPJ, en garde à vue. Cela fait plus d'un mois qu'il est détenu. Le délai normalement c'est 72 heures. Il est toujours en détention. Il y a son cas qui a été révélé et bien d'autres cas qui ont été révélés. Pour la plupart, on parle de violation de la procédure. Ces avocats de la défense qui pensent que après ces étapes de la DPJ, justice sera rendue devant le tribunal. On attend de voir ce qui va se passer. Et de l'autre côté, je voulais embrayer pour clore avec cette histoire d'Amnesty International. Je trouve normal que le gouvernement conteste ces rapports-là parce que généralement, lorsqu'un gouvernement est en phase avec un rapport... Mais ce qu'il faut préciser, c'est que le rapport est sorti avant l'attaque du train. Je comprends. Le rapport est sorti avant l'attaque du train. Oui. Hier, dans la communication du gouvernement, Albert de Montan-Camara a précisé que dans le rapport d'Amnesty, nulle part il n'est mentionné l'attaque du train. Justement parce que le rapport est sorti bien avant. Voilà, donc s'il le dit, c'est que quelque part, il n'a pas lu le rapport. Parce que si le rapport date de la période d'avant l'attaque du train, il faut clairement indiquer que Damantan à ce niveau-là a dit les contre-vérités. C'est autour du 1er octobre. Hein. Si ce rapport est apparu avant la date de l'attaque du train... Non, je parle du rapport. Je parle du rapport. Je parle du rapport là. Le rapport est sorti le 1er octobre. Il parle des tueries des forces de l'ordre qui n'ont pas été mentionnées dans ce rapport. À ce niveau, oui, mais il n'y a pas. Est-ce qu'il y a eu des violences électorales avant dit qu'il a remis le rapport au gouvernement. Avant le 1er octobre. Les violences préélectorales, Jacques. Le rapport aurait été remis au gouvernement un mois à l'avance, quelques jours à l'avance, le 1er septembre notamment. Avant publication officielle. Et donc, si c'est le cas et que le gouvernement, dans cette communication, veille et contester le rapport, je me dis quelque part, il y a une certaine volonté de nier une certaine évidence. De l'autre côté, on a compris largement que cette sortie des membres du gouvernement émane du chef de l'État, qui depuis toujours ne gobe pas ces organisations internationales, il a dit clairement que... Mais il a toujours dit. Lui, il ne lit pas, qu'on appelle, il s'en fout de Amnesty International, il s'en fout de Human Rights Watch, il s'en fout de Reporters sans frontières, ni de... Bon, il a confondu avec MSF et tout cela. Je me dis que le gouvernement doit... Et Damaro qui dit de toutes ces organisations sans frontières, qui préfèrent Médecins sans frontières. Et donc, le gouvernement, quelque part, doit par moment revoir sa communication. Rapidement pour terminer, parce qu'il faut entamer le deuxième sujet. Je précise qu'on n'arrive pas à voir Maître Mohamed Traoré. On va donc partir avec l'autre sujet. Allez-y, Caps, pour terminer, pour clore. Donc pour terminer, ce qu'il faut retenir de la conférence d'hier de ces ministres, c'est qu'ils n'avaient aucun élément concret à dire ou à contrer dans le rapport qu'a produit l'Amnesty. Maintenant, il fallait trouver un autre argument. Voilà pourquoi ils ont focalisé la communication sur l'attaque du train qui s'est passée vers le 22. Et donc, quelque part, c'était qu'il fallait défendre et surtout redorer son image auprès de l'Institut de la communauté internationale, et pour ce fait il fallait avoir un élément qu'il fallait mettre en avant. Voilà pourquoi l'attaque du train a été mise en avant. Nous partons donc avec cet autre sujet. C'est vrai que personne n'était né ici en 1970 lors de l'agression du 22 novembre, mais Jacques, on a lu l'histoire, on nous a informé, l'indépendance aussi. Oui, bien entendu. On a appris beaucoup de choses par rapport à cette agression. Ce qui reste clair, c'est que les Guinéens sont aujourd'hui divisés. Nous savons qu'il y a quand même eu agression, Jacques Léo Leno. Il y a eu agression et je pense qu'aujourd'hui les polémiques sont autour de la gestion de cette attaque et de cette agression, donc on a appelé agression portugaise. Et il y a des informations quand même, la manière dont on est en train de les relayer, de les présenter à la nouvelle génération ne permet pas, la compréhension ne permet pas d'asseoir une opinion assez précise sur ce qui s'est passé. Parce que chacun raconte selon sa position d'hier, chacun rapporte selon même parfois
son appartenance sociale. Donc il y a parfois des difficultés à trouver la vérité dans tout ça. Ce qu'on sait, et comme on le dit encore une fois, il y a eu attaque, et la gestion qu'on a faite de cette attaque, d'aucuns pensent qu'il y a eu de l'abus et d'autres estiment qu'il y a eu un traitement juste en fonction de la justice telle qu'elle se présentait à l'époque. Justement, pour en savoir davantage, nous avons en direct M. Yaya Chérif. Les grandes gueules. Bonjour M. Chérif. Bonjour madame. Bienvenue chez les grandes gueules. Allez-y, Djiba Milmono. Alors, monsieur Chérif, cette date est restée mémorable. 70, c'était un dimanche. La nuit, on nous apprend qu'il y a un commando portugais qui est intervenu en Guinée. D'abord, relatez-nous les faits. Ce dimanche 22 novembre 1970, qu'est-ce qui s'est concrètement passé à Conakry? Rapidement, allez-y. Conakry s'est réveillé sous les coups de fusils et de bombes. Des grenades un peu partout en ville, et plus particulièrement du côté de la minière, et du camp Boiro et du camp Samori. Alors c'était une attaque en bonne et due forme. C'était ça qui s'était passé le 22. Ils ont attaqué le camp Samori, ils ont attaqué le camp Mamadou Boiro, ils ont attaqué la case de Bellevue. Ils ont attaqué la présidence en ville. Un peu partout, ils ont attaqué et ils ont réussi, n'est-ce pas, par surprise, à s'imposer un peu partout. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de l'attaque? Vous dites qu'ils ont attaqué qui? Ils? Oui, l'attaque a été commanditée, organisée par des dissidents guinéens qui étaient à l'extérieur. Et aidé en cela par l'armée portugaise qui avait mal à partir avec les troupes de la Guinée-Bissau qui avaient pris en otage, qui avaient pris et séquestré en Guinée, n'est-ce pas, quelques-uns des personnes de leur pays. Donc l'attaque était due à ces gens et qui avait été planifiée effectivement. Allez-y, allez-y. Il y a eu attaque à Gawal, Koundara et Conakry en même temps. Quel était l'objectif visé par cette attaque? Non, l'objectif visé pour les uns, c'était pour libérer les prisonniers de Guinée-Bissau qui étaient là. Pour les autres, c'était de renverser le régime du président Sékou. Comment en est-on arrivé à détenir des prisonniers portugais ou des prisonniers, bien entendu, parce qu'il faut le rappeler, la Guinée-Bissau était à l'époque une colonie portugaise et qu'il y avait quand même une base arrière du PAIGC, ce parti notamment qui se battait pour l'indépendance du côté de la Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Comment en est-on arrivé à avoir des prisonniers, comme on appelle notamment portugais, chez nous en Guinée? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, les troupes de Guinée-Bissau qui combattaient pour la libération de leur pays avaient fait des prisonniers à l'intérieur du territoire de Guinée-Bissau. Et comme on n'avait pas une base sûre à l'intérieur de la Guinée-Bissau, ils ont ramené ces prisonniers, n'est-ce pas, en Guinée. Il y a un certain temps étaient à Mamou. Après, n'est-ce pas, on les a retranchés pour les amener à Conakry. Il y avait le siège principal du PAIGC. Il y a eu, c'est vrai, cette agression. Et après, ce commando portugais aurait libéré ces hommes qui étaient détenus par le PAIGC. Ils ont quitté le territoire, le sol guinéen. Alors, les Guinéens qui déjà étaient restés ont en une forme interpolite, entre guillemets. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous avons appris qu'il y a eu des tirs de sommation jusqu'à environ dans l'après-midi où il y a eu renversement de la situation. Oui, on peut dire, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de tirs de sommation, c'est-à-dire qu'il y a eu des coups et des contre-coups. C'est pas pour alerter une partie, mais c'était pour combattre effectivement et se rendre maître de la situation. Alors, le temps que les gens s'organisent, parce que les gens étaient pris par surprise, c'est, n'est-ce pas, que nous étions au mois de Carême, au mois de Ramadan, et les gens, donc, rentrés chez eux, se reposant pour prendre la relève le lendemain, ont été surpris par cette guerre. Et donc, il fallait le temps, n'est-ce pas, de reprise pour que les gens puissent se préparer et pour la riposte. Et c'est ça qui s'est passé. Et la riposte a été renforcée par le fait, n'est-ce pas, qu'il y avait des troupes
militaires qui étaient basés à Kindia, qui ont été appelés à renfort. Il faut dire que la Guinée était également soutenue par l'URSS d'alors et puis le Cuba, n'est-ce pas? Oui, mais la bataille était surtout guinéenne. La bataille a été surtout guinéenne. Elle n'a pas été une bataille étrangère. La Guinée Conakry, comme les gens aiment à le dire, et la Guinée de Bissau, n'est-ce pas, se sont mobilisés, n'est-ce pas, pour riposter et jeter l'ennemi hors d'état de nuire. D'accord. Alors, Monsieur Yaya Chérif, ce qui s'est passé par la suite, on sait, ça a fait parler beaucoup d'historiens, il y a eu beaucoup d'ouvrages autour de cela, c'est qu'il y a eu une sorte de purge. Est-ce que vous pensez que toutes les personnes qui ont été arrêtées au lendemain du 22 novembre sont victimes, sont auteurs, je veux dire, sont coupables des faits qui leur étaient reprochés, ou bien vous pouvez nous expliquer s'il y a eu des victimes collatérales pendant ces arrestations, ces nombreuses arrestations au lendemain de cette agression? Oui, je peux vous dire une chose, c'est que je ne peux pas être le bon Dieu pour dire que Paul ou Pierre était dans le coup. Ça, il faut que je le certifie. Mais ce qui est certain, c'est que beaucoup d'entre eux, les preuves étaient établies qu'ils étaient dans le coup. Nous avons suivi mon frère Mimono Roger, qu'on nous sommes en train d'inhumer aujourd'hui, qui a été témoin de la préparation, des travaux de préparation de l'agression à Dakar, qui a amené les documents relatifs à ça au président Sékou Touré. Et dans ces documents, plusieurs personnalités, dont David Souma, dont Baldé Oumar et autres, et Bao Ousmane Siradio Diallo étaient partie prenante. Donc, partant de ça, et partant, n'est-ce pas, des efforts qui ont été fournis pour accueillir ceci, parce que Baldé Oumar est arrivé dans la nuit, dans la soirée du 22, pour participer à l'opération. Il a été reçu par son frère, qui est Baldé Ousmane, et ils se sont effectivement investis. Donc on peut dire, n'est-ce pas, qu'il y a des complicités qui sont avérées et les preuves étaient établies. Bon, ça c'est un. Deuxièmement, par exemple, pour rentrer au Camboiro, il y avait l'officier major, le major, l'infirmier major qui était au Camboiro, c'était un certain Diallo qui était de Pita. C'est lui qui a servi de tête de pont pour faire rentrer les militaires qui étaient venus, les installer. Et l'avant-veille, il a fait partie de sa famille à Pita pour ne pas participer à cette opération. Alors, ça aussi, c'est un fait qui a été avéré, puisqu'il a été dénoncé par les militaires qui ont été pris au camp Boiro là-bas, qui ont dit non, c'est celui-là qui nous a fait rentrer. Donc, ça, c'est des éléments. Mais le premier élément qui corrobore tout le monde, c'est l'opacité de ceux qui ont fait le coup et qui n'ont pas voulu assumer les responsabilités. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est le mensonge dont beaucoup de gens se sont entourés. Et compte tenu des moyens rudimentaires que nous avions pour mener les enquêtes, évidemment, n'est-ce pas, les gens vont se plaindre de la forme de l'enquête et de ceci ou de cela, mais l'agression était certaine et les complicités étaient avérées. La question que beaucoup de Guinéens se posent aujourd'hui, c'est comment arriver à une conférence nationale, comment amener les Guinéens à se parler, justement parce qu'on sait qu'il y a eu agression, on sait qu'il y a eu beaucoup d'arrestations, et pas forcément toutes ces personnes, et pas forcément les auteurs de cette agression-là. Il y a eu certainement des victimes collatérales. À votre avis, comment amener les Guinéens à se parler et à trouver une sortie de crise, un terrain d'entente pour, en tout cas, repartir sur de nouvelles bases? Il faut que les Guinéens, toutes parties comprises, n'est-ce pas, se lèvent pour accepter de participer à une conférence où, à partir de laquelle, n'est-ce pas, elle va se défaire des préjugés ou des contre-vérités qui sont à son niveau. Cette conférence, par exemple, les responsables du PDG l'ont toujours réclamée, mais curieusement, n'est-ce pas, les gens ont toujours refusé de participer à la conférence. Et la plupart des gens qui étaient participants à cette opération décèdent les uns après les autres. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que le PDG a fermement demandé à ce que toutes les parties participent, n'est-ce pas, à une conférence où les uns et les autres vont dire ce qu'ils doivent dire pour la réconciliation.
Monsieur Yaya Chérif, diplomate, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Merci donc de continuer à nous suivre à l'international. Merci de votre fidélité. Les grandes gueules continuent ici. Caps, on a écouté M. Yaya Chérif qui nous relatait ce qui s'est passé ce fameux 22 novembre 1970. Voilà, et moi, ce que je relève dedans, aujourd'hui, surtout cette nouvelle génération que nous sommes, parce qu'il faut dire quand même, ça fait 50 ans que cette agression ait lieu. 40 ans, disons, ok, 40 ans. Et maintenant, aujourd'hui, nous qui sommes de cette nouvelle génération, donc, on se retrouve avec, dans deux situations différentes. On a ceux-là qui sont les pro-régime Sékou Touré, qui défendent et on célèbre cette agression. Et on a de l'autre côté des victimes qui sont là, qui ressortent quand même cette partie sombre de cette agression. Et donc aujourd'hui, cette nouvelle génération que nous sommes, qui écoutez et comment comprendre réellement ce qui s'est passé. Mais ce qui est beaucoup plus important à ressortir là-dedans, et j'ai comme l'impression que ce dossier, il est lourd. Lourd, pourquoi? Parce que tous les gouvernements qui viennent en fin de compte rejettent cela. Quand on prend le régime actuel, quand ils viens, ils doivent revenir sur ça. Mais chaque gouvernement traîne d'ailleurs ces casseroles. Chaque gouvernement traîne cela. Et maintenant, derrière, après, pour soulever on entend déjà qu'il n'y a pas que le régime, cette agression-là, mais il y a les tueries du 28 septembre et toutes ces choses doivent se relever. Donc, on parle de 50 ans plutôt, c'est Caps qui avait raison, c'est 50 ans, 70, 2020, ça fait justement 50 ans. On va écouter l'autre son de cloche, justement. Il s'agit de c'est docteur Amadou Tunkara, il est membre de l'association des victimes du Camp Boiro et il est en direct. Les grandes gueules. Monsieur Boiro, Monsieur Tunkara, bienvenue dans cette émission. Docteur Amadou Tunkara. Docteur Tunkara, bienvenue dans cette émission. Dites-nous, quelle est votre part ou quelle est votre version de l'agression portugaise? Ok. D'abord, je commencerai par vous remercier très sincèrement de nous avoir tendu le micro à cette occasion. Parce que je peux vous affirmer, 20 ans avant aujourd'hui, je ne pouvais pas avoir le courage, la responsabilité d'affronter les PDG pour discuter de ce problème. Parce qu'il faut remarquer quelque chose. J'ai perdu mon papa suite à cette agression. M. Yaya Chérif a perdu son oncle suite à cette agression. Il défend le régime du président Sékou Touré parce que son oncle, c'était le ministre Sékou Chérif, parce que son oncle, c'était le ministre Sékou Chérif, et indirectement, c'est eux qui ont impacté le PDG de RDA et ont fait du PDG un parti de famille. Il faut le dire. À travers l'agression du 22 novembre 70, Sékou Touré a trahi le PDG. Après l'agression du 22 novembre 70, Sékou Touré a fait gérer le pays. Docteur Tunkara, y a-t-il eu agression, oui ou non, en 1970? Il y a eu un débarquement en Guinée, personne ne peut le contester. Le débarquement a eu bel et bien lieu. Heureusement, M. Yaya Chérif a reconnu qu'il y a eu débarquement des Portugais, il y a eu des prisonniers portugais qui ont été libérés. Et un des objectifs de cette agression, c'était effectivement libérer les prisonniers portugais. Où étaient incarcérés les prisonniers portugais? Les prisonniers portugais étaient incarcérés à Mamou. Cabral était le responsable du PAIC en Guinée. Cabral a confié ses prisonniers au président Sékou Touré, qui a mis les prisonniers à Mamou. La veille de l'agression, les prisonniers ont été domiciliés au Camp Boiro. Donc, un des objectifs de l'agression, c'était libérer ces prisonniers. Il y a eu débarquement, il y a eu libération des prisonniers, il y a eu débarquement, les objectifs des prisonniers, les portugais ont été atteints. Ils ont libéré les prisonniers, ils ont maîtrisé la ville, ils se sont retournés sur le bateau, ils sont partis et ils ont laissé les mercenaires guinéens sur le terrain. C'est clair à reconnaître. Vous parlez de mercenaires guinéens? Oui, je reconnais des mercenaires guinéens. Les mercenaires guinéens étaient dans le bateau.
je suis d'accord avec Yaya Chérif, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas eu le courage de dire la vérité. Il y a eu des mercenaires guinéens dans le bateau, il y a eu des livres qui en parlent. Je peux citer Alpha Abdoulaye Portos qui vit actuellement, je peux citer Alcénie René Gomez, je peux citer le professeur Alpha Condé, je peux citer Julien Condé, je peux citer l'historien congolais. Ils ont tous écrit sous les livres. Le souhait aujourd'hui, les langues commencent à délier, le souhait que nous faisons maintenant aujourd'hui pour discuter de ce problème. Parce que suite à l'agression, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu des arrestations massives. Docteur Tunkara, aujourd'hui on comprend votre colère suite à la disparition de votre père dans cette situation assez floue. Mais de l'autre côté, ce qui ressort des documents révélés par les services de renseignement portugais et français, c'est qu'il y a des Guinéens du côté du Sénégal et de la Côte d'Ivoire qui étaient impliqués dans cette situation. Ces Guinéens, à travers les services de renseignement guinéens et israéliens qui appuyaient à l'époque les services de renseignement guinéens, plusieurs Guinéens à l'étranger en Guinée ont été arrêtés. Est-ce que vous ne considérez pas que vouloir dire que Sékou Touré a trahi carrément toute la Guinée après l'agression portugaise, ce n'est pas un abus de langage? Nous étalons les faits. Il y a eu des débattements. Les prisonniers portugais ont été libérés. Sur le terrain, ont été laissés des mercenaires qui étaient venus renverser le pouvoir. C'est prouvé, il y a des preuves. Mais là où se trouve la discussion, c'est la purge qui a suivi. Et cette purge a été organisée de façon méthodique et de façon planifiée. Comment? Après l'agression, l'Assemblée nationale a été érigée en tribunal populaire et révolutionnaire. C'était anticonstitutionnel. Les députés devaient juger les détenus. Les députés n'ont pas vu les détenus. Les détenus ont été jugés par un comité révolutionnaire au-dessus duquel se trouvait la famille du président Sékou Touré. Ismaël Touré, Kaka Touré, Mamadi Keïta. Donc, la famille du président Sékou Touré et sa belle famille ont jugé les militants du PDG. C'est à retenir, c'est des faits. Deuxièmement, quand vous dites que ce tribunal était géré par la famille de Sékou Touré, on sait que ce même Sékou Touré a quand même ôté la vie à l'oncle de sa femme, celui chez qui il allait déposer les colas. Et ses propres frères aussi étaient concernés par la procédure. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est la famille de Sékou Touré qui a organisé cette purge. Ok. Nous parlons de faits. Je veux que nous dépassions le débat. Qui était au Kambouaro comme responsable? Commandant du Kambouaro, c'était le commandant Sékou Touré, neveu de Sékou Touré. Qui était responsable du comité révolutionnaire? C'était le ministre Ismaël Touré, frère de Sékou Touré. Maintenant que Sékou Touré a fait disparaître sa belle famille, a fait disparaître certains de ses parents, c'est que Sékou Touré, dans sa politique, l'individu ne comptait pas. Ce qui comptait chez Sékou Touré, c'était son objectif, rester au pouvoir. Tout ce qu'il pouvait faire pour maintenir son pouvoir, tout ce que vous pouvez faire pour rester au pouvoir, il le faisait. Et ça s'explique par la politique de complot permanent qui s'est érigée dès les premières années de l'indépendance. D'accord. Allez-y, Antoine. Monsieur Touré, on sait que l'histoire de la Guinée, chacun la raconte selon son intérêt, et ce qui fait qu'on a du mal à s'entendre sur une histoire commune. J'ai envie de savoir, 50 ans après finalement, qu'est-ce que vous réclamez? Parce que depuis tout le temps, vous réclamez une stèle pour la commémoration des morts, vous réclamez qu'on vous montre là où ont été enterrés vos parents et tout cela. À ce jour, qu'est-ce que vous demandez à l'État guinéen afin qu'il y ait une certaine réconciliation, afin que tout ce mal que la Guinée a connu reste dans le passé? Peut-être avant de répondre à la question d'Antoine, il y avait, à ce que je sache, 26 prisonniers portugais qui étaient détenus en Guinée. Est-ce que ce débarquement, cette attaque a permis de les libérer tous avant qu'on parle de cette purge dont vous parlez aujourd'hui? Ça aussi, c'est une question excessivement importante. Pourquoi? Parce que les bateaux portugais sont venus. Les bateaux portugais étaient au large. L'armée guinéenne, c'est une armée qui a participé à la libération de l'Afrique. En 70, on a connu l'agression, mais en 72 déjà, l'armée guinéenne a libéré l'Angola. Donc, c'est difficile d'expliquer que les bateaux soient au large 2 heures du matin jusqu'au matin sans que la marine guinéenne n'intervienne. Un. Deuxièmement, la Guinée avec les avions militaires. Les avions militaires n'ont pas décollé pour bombarder. 2. Troisièmement, le président de la République
a annoncé l'agression avant l'agression. Le 2 octobre 70, l'anniversaire de la fête de l'indépendance, le 28 septembre, il a annoncé l'agression. Il a dit que le pays est menacé d'agression. Au lieu de mettre les forces de défense et de sécurité en force pour riposter à l'agression, il a désarmé les militaires. Sa première intervention, il a fait appel aux militants. Il n'a pas fait appel aux militaires. Le comité de défense de la ville de Conakry était composé de militants du PDG, mais pas des militaires. Les militaires étaient en deuxième, troisième position. Et les gens qui constituaient cette commission, ce comité de défense de la ville de Conakry, ont été tous arrêtés après. Donc, il y a vraiment de la matière pour que l'on sache effectivement ce qui s'est passé. À Koundara, ceux qui étaient là-bas aussi, au milieu du comité de défense, ont été arrêtés. Tonton Portos Diallo Didier, il faisait partie du comité de défense de la ville de Conakry. Alata Jean-Paul, il est décédé. Tonton Émile Condé, il est décédé. Ça, c'était des gens qui faisaient partie de Docteur Tunkara, la question d'Antoine pour terminer. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est possible que les Guinéens mettent de côté leur rancœur, qu'on se mette au-dessus de toute haine qui bout en chacun de nous pour se parler, se regarder dans les yeux, se dire les 4 vérités pour repartir sur de nouvelles bases? Qu'est-ce que vous réclamez concrètement pour y arriver? Madame, je ne sais pas si vous pouvez me permettre, rectifiez-vous, nous ne vivons pas depuis 1984, nous sommes en Guinée, c'est pour les décédés. Jamais nous en avons giflé quelqu'un parce que nous avons perdu nos parents. Jamais nous avons attaqué quelqu'un parce que nous avons perdu nos parents. Nous sommes là, nous sommes constitués en association. Depuis 1984, nous nous battons pour la vérité, justice et réconciliation. Depuis 1984, nous n'avons pas été écoutés, mais nous persévérons là-dessus pour des raisons de sang. Donc, vous voulez nos revendications. D'abord, c'est la réhabilitation des victimes. Les victimes ont été arrêtées. On les a pris l'étiquette de comploteurs, d'ennemis du peuple. On veut savoir ce qui s'est passé effectivement. Deuxièmement, nous souhaiterons, ceci ne peut pas se passer sans une commission vérité, justice et réconciliation. Troisièmement, nous ne connaissons pas le nombre de Guinéens qui ont disparu au Cambodge. C'est un pays civilisé, c'est un pays structuré. En principe, si on arrête les gens, on fait disparaître les gens, mais listes doivent être existantes pour savoir combien de personnes ont disparu à Boiro. Aujourd'hui, ce nombre n'est pas tenu. À Boiro, les gens de Boiro représentent un symbole. Il y avait Tepilia, il y avait Cancan, il y avait Jerry Coré, il y avait des gens aussi qui l'ont tiré au niveau des frontières, on les tirait. On ne connaît pas le nombre de personnes disparues dans l'Union. C'est une des revendications de l'association des victimes de Cambaro. Aussi, l'identification des charniers. En commun, l'ABCD, comme les victimes de la famille de Sécuré, on a en commun les charniers, on a en commun les fosses communes. On a été orphelins, la famille de Sécuré a eu des orphelins, on a connu l'exil, ils ont connu l'exil, nos mamans ont été des veuves, leurs mamans ont été des veuves. Donc, tout le monde a été victime. Aujourd'hui, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas d'animosité. L'objectif, que l'on s'assoie, que l'on parle du pays. Nos parents ont mené le pays à l'indépendance. L'objectif de nos parents, c'était le développement de ce pays. Aujourd'hui, je pense que le bateau a chaviné. C'est notre bateau, c'est notre maison, c'est notre nation. Il faut en parler, il faut que le truc se passe bien. Pour que le truc se passe bien, il faut bien que ça fait en commission nationale de vérité, justice et réconciliation avec des historiens, avec des sociologues, avec des avocats pour parler de la Guinée. C'est important de parler de la Guinée. Mettons le Guinée. Voilà, docteur Amadou Tunkara, vous l'avez compris, il est membre de l'association des victimes du Cambaro. Merci docteur d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Un mot pour terminer, en 30 secondes Antoine, juste pour clôturer. Juste un constat, il a rejeté le fait que les Guinéens ne vivent pas avec la haine. Moi je maintiens le mot. Il y a un certain semblant de vie en fraternité que nous menons qui n'est pas exact. Tant que dans ce pays on ne se dit pas les vérités afin qu'il y ait justice, jamais D'où on va en l'importance sortir. de cette conférence. Je prends juste cet exemple. Rapidement, Antoine. Il y a eu un exemple que j'ai vécu au Palais du Peuple lorsqu'on présentait le livre qui a été présenté par le journaliste de RFI, je crois que c'est Juan Gomez, autour où on a voulu relater l'histoire de la Guinée en parlant de mémoire collective. J'ai vu un scénario, une scène au Palais du Peuple. J'ai compris largement qu'il serait difficile pour ce pays de se réconcilier. Parce qu'on était
Pourtant, il faut le faire. Antoine, difficile de se réconcilier, mais pourtant, il faut le faire. Merci à Madousso qui a conduit cette émission du côté de la radio. Merci à Vladimir Poutine du côté de la régie, à Nala Sidibé, Mafata Sano et à toute l'équipe qui s'est battue de ce côté pour que vous puissiez nous regarder à la télévision et nous entendre à la radio. Ça a été un plaisir de vous servir. Prenez soin de vous et prenons soin de notre belle Guinée parce qu'elle le mérite et nous l'avons en commun. Nous vous retrouvons lundi avec Lamine Girassi aux commandes.